Hello, comment ça va en cette fin du mois d'octobre? Alors, il s'en est passé des choses. D'abord, il fait froid. La raison pour laquelle je porte cette espèce de foulard où je suis bien emmitouflée pour faire ces actualités agro de ce samedi matin. Et puis, je suis bien contente parce qu'on change d'heure, enfin. Parce que c'est vrai que se lever le matin, et il faisait nuit, et puis de se coucher, il faisait nuit, c'était déprimant. J'arrive pas en ce moment à être aussi productive que j'ai pu l'être, donc c'est hyper frustrant pour moi. Mais bon, on n'est pas là pour raconter ma vie, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, côté grande distribution, il s'est passé énormément de choses. Je suis ravie de pouvoir vous représenter ces actualités agro du mois d'octobre. Alors, au menu du jour, pourquoi Carrefour et U s'allient? On va parler de la centrale d'achat Concordis. Il y a certains éléments qui sont apparus cette dernière semaine qui sont assez intéressants à analyser. Évidemment, on va faire un bilan sur la consommation de la P10 qui gagne la bataille des parts de marché, et sachez que ça se bouscule un peu. On va aussi parler du faux pata negra en rayon, c'est une espèce d'enquête qui fait quand même un peu tâche, on va pas se mentir, à l'apéro. Savantia, on a eu les performances boursières de l'industriel, donc on va pouvoir également y revenir. Et puis, dernière actualité et pas des moindres, le Sénat veut mettre les mains dans les marges et on va y revenir. Bon, je vais tout de suite attaquer. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le média qui te décrypte l'actualité du mois, de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Alors c'est parti, on va se parler de la centrale d'achat Concordis. Alors on le sait, hein, ça a été annoncé l'été dernier, Carrefour qui s'allie avec les magasins U. Moi, j'avoue que j'y croyais pas. Et en plus, il y a un Allemand qui se ramène à la fête. C'est pas une blague, c'est bien Concordis, la nouvelle alliance qui va quand même changer les règles du jeu. Et j'étais obligée d'en parler parce qu'on rentre dans la période de négociation. Donc moi, je suis bien gentille derrière mon petit écran. Mais vous, les comptes clés des grosses boîtes, eh ben, je vous souhaite bon courage parce que je pense que ça va être du sale. Vous le savez, c'est pas une actualité nouvelle. Cette annonce, elle date du 13 août 2025 et la planète grande distribution a tremblé, notamment avec toutes les annonces de postes qu'on a pu avoir sur LinkedIn avec Dominique Schelcher notamment et Alexandre Bompard qui ont pris la parole sur le sujet de Concordis. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce beau nom tout beau, tout liste? C'est une nouvelle centrale d'achat et les parents, on a un Carrefour d'un côté. Alors, ce qui est assez intéressant de souligner, c'est qu'on a quand même un Carrefour qui est coté en bourse 440 et un peu costard cravate, et puis de l'autre, une coopérative, des indés à la cool, un peu du carrelage, un peu rural, et au milieu, on a un Allemand, l'Allemand RTG, qui est moins connu de Rewe ou Edeka, mais qui pèse 31 milliards d'euros. Donc voilà le trio, avec, vous l'avez compris, quand même des colorimétries d'enseignes qui sont assez différentes. Et il s'installe à Bruxelles, bien sûr, histoire de dire on se la joue dans la cour des grands européens. Et Concordis, eh ben, c'est pas un truc flou, il y a quand même une vraie stratégie, c'est une manière de mieux négocier, une machine de guerre pour négocier, je dirais même, avec les gros industriels des PGC, donc du Unilever, du Procter, du Nestlé, tout le monde va y passer, ça va faire mal après les négociations. L'objectif, c'est quoi? C'est de massifier les volumes, taper plus fort pour avoir des prix plus bas, bien évidemment. Et bien sûr, semblerait-il que les PME vont être épargnées. On parle ici des mastodontes. Donc le résultat, ce qui est intéressant de regarder, c'est en termes de part de marché. Si on regarde Carrefour plus U, ça fait le premier acheteur de France sur les produits de la grande consommation avec 33% de part de marché. Il passe devant tout le monde, même devant Leclerc. Et ça va même plus loin parce qu'on ne se parle pas seulement d'acheter des marques nationales, il y a aussi des idées derrière de mutualiser sur les NDD, sur le non-alimentaire et même sur le retail média. Ce qui choque, c'est pas juste l'ampleur, c'est que Carrefour et U, c'est ce que je disais précédemment, c'est comme si on pourrait faire un parallèle peut-être un peu hasardeux, mais comme si un trader épousait un agriculteur bio. Vous voyez un peu le délire. C'est que l'un est coté en bourse et l'autre est une coopérative. On parle pas la même langue et on parle pas la même culture d'enseigne. Donc c'est un mariage finalement de raisons. C'est leur réponse à la consolidation des fournisseurs, parce que forcément, côté fournisseur, et j'en parle depuis plusieurs mois sur ce podcast, ça bouge aussi. Donc en fait, Concordis, c'est une manière de réponse pour les distributeurs de rééquilibrer le rapport de force. C'est pas du love, on se parle pas du monde des bisounours, mais on se parle quand même d'une stratégie bien froide. Mais par contre, côté discours, quand on regarde, justement, quand on analyse un peu les posts
de Bompard, Dominique Schelcher. On se parle de meilleure qualité, de prix plus bas, de dialogue apaisé avec les filières. C'est vrai qu'on pourrait presque se poser la question, on est quand même à 2 doigts du monde des bisounours. Dominique Schelcher parle même d'un levier pour atteindre les 15 points de part de marché. C'est ambitieux, mais réaliste quand on voit la P10, et je vais vous en parler. Et dans les coulisses, surtout, et ça c'est ce qui a été annoncé par un article exclusif par LSA, c'est qu'il y a déjà une liste de 51 fournisseurs mobilisés, une centrale pour penser, en tout cas pour grossir encore, et d'ailleurs, pourquoi pas accueillir d'autres distributeurs. C'est pas une alliance, c'est quand même une bombe à fragmentation, on pourrait dire, dans le paysage français. Alors, Concordis, conclusion, c'est peut-être le début d'un nouveau modèle de la grande distribution, plus brutal, plus européen et fondamentalement plus intégré. Mais la vraie question qu'on peut se poser tous ensemble, c'est de se dire, est-ce que ça va vraiment mettre du beurre dans les épinards du consommateur ou juste un peu plus gaver les centrales? Faudra faire l'analyse et puis surtout, j'ai hâte de voir comment vont se dérouler ces négociations commerciales qui vont commencer, j'en ai aucun doute, sur les chapeaux de roue. En tout cas, j'adore ces actualités-là, elles sont très intéressantes parce que forcément, elles redessinent le paysage de la grande distribution. Sans plus attendre, deuxième actualité de la semaine, le Sénat veut mettre les mains dans les marges. Alors, ça a une transition parfaite par rapport à cette actualité précédente. On a effectivement une explosion des prix, des agriculteurs à sec et un peu des distributeurs dans le flou. Et maintenant, on a le Sénat qui débarque pour foutre son nez dans les marges. Il y a une commission d'enquête qui a été révélée, qui va bientôt se pencher sur les pratiques de la grande distribution et ça risque de grincer très fort du côté des centrales, forcément. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, entre 2021 et 2023, les prix alimentaires ont bondi de plus de 20%. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais en tout cas, pour les ménages, le passage à la caisse a fait de plus en plus mal. Et pour les agriculteurs, toujours pareil, un peu toujours les mêmes miettes, si on peut dire. Et pendant ce temps, certains distributeurs affichaient des marges bien grasses, ou en tout cas bien opaques. Et résultat, aujourd'hui, les sénateurs se sont dit, c'est pas très net tout ça, et ils activent du coup leur droit de tirage pour exprimer une commission parlementaire. L'objectif pour eux, c'est faire la lumière sur ce qu'ils appellent un manque de transparence généralisé. Donc la manœuvre, elle est pilotée par Antoinette Gull, qui est sénatrice de Paris, et elle a utilisé son joker annuel, ce fameux droit de tirage qui permet à chaque groupe parlementaire de déclencher une enquête. Et attention, on ne se parle pas d'une petite mission de travail gentil, on se parle vraiment, une fois validée par le Sénat, de cette commission pourra avoir un pouvoir d'enquête élargi, des convocations, des auditions, des perquisitions même si besoin. Alors forcément, c'est un impact énorme et les patrons de la grande distribution risquent de transpirer un peu sous les spots du Sénat, forcément. Alors cette commission, elle aura lieu 6 mois pour faire le tour de la question. Qui gagne, à quoi, pourquoi, à quel moment ça coince, si ça coince. Le but, c'est pas juste de taper sur la grande distribution pour le plaisir, bien évidemment, mais de comprendre si certaines marges sont indéfendables et pourquoi le lien entre le prix payé par les consommateurs et les revenus des producteurs reste toujours aussi flou. Et pour le coup, c'est du jamais vu en France à ce niveau de détail. Est-ce que cette commission va déboucher sur une réforme immédiate? Non, le Sénat ne légifère pas. Il enquête d'abord, mais effectivement, ce genre de rapport peut décaper l'image des enseignes, pousser à une meilleure transparence et surtout mettre la pression sur le gouvernement pour agir. Et dans un contexte de défiance généralisée, chaque révélation sur les marges, je pense que ça pourrait être vraiment une bombe médiatique parce que les Français, ils veulent comprendre où passe leur pognon. Et concrètement, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, en résumé, la grande distribution, elle va devoir ouvrir les livres de compte, même si forcément elle traîne les pieds parce que c'est quand même du temps et c'est des process assez conséquents. Et entre nous, quand un secteur pèse aussi lourd et qu'on a assez peu de visibilité pour les marges, ça mérite qu'on s'y intéresse et j'ai hâte de voir ce qui va ressortir justement de cette enquête. Troisième actualité de ce mois, du faux pata negra en rayon, l'enquête qui fait tâche à l'apéro. 60 € le kilo de Bellota en grande surface. Effectivement, on s'est peut-être fait planter nous en tant que consommateurs et si on n'avait pas acheté du jambon haut de gamme, mais on avait juste acheté un vulgaire cochon maquillé et payé le prix fort pour ça, la répression des fraudes a lancé une enquête
qui pue et 3 boîtes franciliennes risquent très très gros et je vais vous en parler. Alors plein d'articles ont pris la parole sur le sujet, France Info, BFM, etc. Le bellota, le pata negra, pour les connaisseurs, c'est un peu le caviar de la charcuterie. Vous en avez peut-être déjà mangé, je l'espère, parce que c'est une chance, c'est une viande de très bonne qualité, du porc noir élevé en liberté, nourri avec des très bons produits, un affinage long. Bref, c'est un peu la Rolls du cochon ibérique, sauf que là, on a la DGCCRF, donc c'est un peu les cow-boys de la conso qui ont flairé une arnaque bien ficelée. Ce sont des jambons présents comme premium, mais qui ne respecteraient aucun critère de l'appellation. Alors, on a 3 entreprises qui sont visées, Casa Ramon, le comptoir du pata negra, et ABG Holding. Elles sont toutes en Île-de-France, et surtout, le petit détail qui n'a pas échappé aux journalistes, elles sont les mêmes dirigeants. Alors, on pensait acheter du vrai bellota. Certains consommateurs ont claqué quand même 60 balles le kilo au supermarché. On servit ça à l'apéro. Mais ce qu'il y avait dans l'assiette, ce n'était qu'un jambon standard, un peu repeint avec le packaging premium. Et en épicerie fine, il faut savoir qu'un bellota peut monter jusqu'à 300 € le kilo. Alors forcément, quand on en trouve à prix cassé, il faut savoir aussi se poser les bonnes questions pour déceler le vrai du faux. Ça ne devrait pas être notre rôle, mais c'est pour ça que l'affaire sort aujourd'hui. Alors pour la DGCCRF, c'est très clair, hein. Il y a des consommateurs qui ont été floués. Ils pensaient se faire plaisir un peu avec du haut de gamme et ils ont juste mis le doigt sur un jambon très classique. Les entreprises, maintenant, qu'est-ce qu'elles risquent? Elles risquent jusqu'à 1,5 million d'euros d'amende, donc ce n'est pas rien, voire 10% de leur chiffre d'affaires annuel. Et si on en est là, c'est parce qu'elles ont refusé de payer les premières amendes proposées par la DGCCRF. Le dossier, il est désormais entre les mains du parquet de Créteil et il y aura une audience prévue le 5 janvier 2026, donc probablement que je vous en reparlerai. Et côté défense, eh bien, l'avocat des entreprises concernées parle d'un dossier vide, monté uniquement sur des stats, sans contrôle sur place, et critique une communication jugée prématurée du parquet. Alors, ce que révèle cette affaire, c'est surtout ça, c'est l'opacité des appellations. Parce qu'aujourd'hui, même sur du haut de gamme, il peut y avoir des problématiques, des consommateurs qui n'y comprennent plus rien, un étiquetage qui est flou et des prix qui varient du simple au triple et même des marges à se lécher les doigts, comme on peut le dire, pour certains revendeurs. Le vrai scandale dans tout ça, c'est que personne ne vérifie à l'achat. Donc on te vend effectivement un nom très évocateur du premium, un drapeau espagnol, et puis le consommateur peut vite plonger. Et pourtant, on a des mentions de pata negra, de bellota, qui répondent à un cahier des charges extrêmement précis. Sinon, c'est du mensonge. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes chef de produit, acheteur, catman, le message qu'on doit retenir, c'est qu'on peut pas se permettre de laisser passer ce genre de dérive en rayon. Pourquoi ? Parce que lorsque aujourd'hui on a des consommateurs qui sont de plus en plus méfiants envers les institutions, envers le gouvernement, mais aussi envers les entreprises et les distributeurs de la grande distribution, c'est vraiment la méfiance et la confiance des consommateurs qui s'érodent petit à petit. Donc à nous de faire le travail pour que ce genre de dérive n'arrive plus. Alors, on va passer du jambon au fromage puisque je vais vous parler de Savencia. Donc, Savencia, vous connaissez, ce sont les marques Caprice des Dieux, Saint-Morel, le Rustique. Vous voyez un peu le genre. Et derrière ces marques, eh bien, il y a un maxi géant assez discret en réalité de l'agroalimentaire Savencia. Sauf que là, il y a eu une petite alerte au tableau de bord financier, le chiffre d'affaires est en recul. Alors, on est dans rien de catastrophique, mais on est quand même dans le dur. Et le groupe le sait, et je vous propose qu'on décrypte tout ça sans filtre. Alors, les chiffres sont sortis. Le 30 septembre 2025, Savencia affiche 5,03 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit moins 1% par rapport à 2024. Bon, on connaît le contexte économique dans lequel on évolue. Rien d'alarmant dans la mesure où 3/4 des industriels sont dans cette situation financière. Pas de quoi crier au drame, sauf que si on regarde un peu plus dans le détail, la baisse, elle aurait été évitée sans un effet de change négatif de moins de 4% lié aux devises sud-américaines. Je vous la fais de façon traduite, l'activité réelle, elle progresse, mais la comptabilité en euros, elle fait un peu la gueule.
Alors, heureusement que la croissance organique, elle reste à 2,8%, ce qui montre que le groupe tient le cap dans un contexte tendu. Alors, si on rentre dans le détail des catégories de produits, côté fromage, donc c'est vraiment évidemment le cœur du business, on est à plus 0,5% en organique. Pourquoi ? Parce que on a des prix qui augmentent, donc qui compensent la baisse des volumes, notamment en France et en Europe. Donc, en clair, pour la faire courte, on vend moins, mais on vend plus cher. Ça s'appelle la valorisation tout simplement. Et côté autres produits laitiers, c'est là que ça grimpe. On est à plus 5,6% en organique. Et merci aux matières grasses qui flambent et aux ingrédients spécialisés qui cartonnent. Évidemment, vous savez, vous qui m'écoutez, Catman, chef de produit, vous analysez tous ces marchés et vous savez que la santé, la nutrition, forcément, ça fait acheter encore plus en ce moment. Alors, moralité, le lait industriel sauve le Roquefort et c'est pas anodin. On est dans une période dans une période compliquée où le prix du lait crève le plafond et où le marché des produits industriels est assez en vrac. Ajoutez à ça une instabilité géopolitique bien énervée, on a un cocktail assez compliqué. Et malgré tout ça, Savencia continue à investir et à adapter son modèle en jouant sur la complémentarité de ses business, des marques, plus du B2B, plus de l'export, plus du premium, plus du fonctionnel. Alors oui, on pourrait parler de stratégie classique, mais dans un marché sous tension, déjà tenir, c'est déjà un signe de force et ça montre déjà qu'il gagne quelque part. Alors, côté climat aussi, parce que c'est intéressant, on en parle souvent de la RSE, Savencia justement sort sa carte et elle est assez sérieuse, donc ils annoncent des objectifs du net zéro en 2025, une trajectoire validée par le SBTi et des projets de sobriété énergétique dans les sites. Donc concrètement, ils cochent pas mal de cases et c'est pas que du greenwashing. Et en bourse, le titre de Savencia reste assez stable, autour de 61 €. Alors pas de panique chez les actionnaires, on est à plus 15% depuis janvier. Le consensus dit on garde. Donc Savencia, c'est pas une action sous cocaïne, c'est une entreprise qui avance solidement, mais doucement, mais sûrement. Voilà, si vous m'écoutez et que vous bossez dans la food, je pense que c'est le cas de 90% des auditeurs de ce podcast, l'idée c'est de se dire que même les gros groupes, même les plus stables, fondamentalement, ils doivent naviguer à vue en 2025. En fait, on n'est plus dans une ère où être un mastodonte, c'est plus aisé qu'être un petit. Alors, on ne sera pas tous d'accord sur le sujet, j'ai envie de dire, ça dépend, mais quand même, parce qu'on est tous soumis aux mêmes fluctuations, et les gros, parfois, c'est toujours compliqué de faire un peu bouger le modèle. Mais Savencia, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il montre une chose, c'est d'avoir plusieurs moteurs de croissance, c'est vital. Si, dans leur cas, le fromage stagne, alors c'est le B2B qui doit décoller. Si le volume baisse, alors c'est le prix qui doit tenir. C'est ça, je pense, qu'on peut retenir de cette entreprise, c'est trouver toujours le juste équilibre. Allez, dernière actualité de ce mois, on va se parler de la P10. On finit avec le meilleur pour la fin, on pourrait dire. Et on a un U qui décolle et un Leclerc qui recule. Donc je vais prendre le temps d'analyser tout ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce type de paysage. On a un COP U qui explose ses scores et puis un Leclerc qui est quand même le boss incontesté depuis plusieurs périodes qui dévisse. Donc les parts de marché de la P10 sont tombées et je pense que ça va jaser en réunion commerciale côté distributeur. Alors U, comment on explique ce beau résultat ? Ils ont 50 ans et ils l'ont fêté en fanfare. Et justement, je pense qu'ils ont sorti le champagne à l'arrivée de la P10 puisqu'on était à plus 0,8 points de part de marché. Alors, COP U, c'est quand même, ils claquent là une perf historique et ils atteignent du coup 11,5 points de part de marché, donc c'est du jamais vu. Mais c'est pas tombé du ciel parce que on gagne pas la bataille des parts de marché comme ça, et vous le savez, tous les mois je les décrypte. On a plus 22% d'investissement, on a des actions XXL depuis la rentrée et en bonus un ralliement d'une enseigne externe qui gonfle le parc et donc les chiffres. Sauf que ces analyses, elles vont au-delà d'un effet parc, on est au-dessus d'un simple effet mécanique. Et résultat, les fournisseurs les regardent autrement maintenant en réalité. Et pendant ce temps, c'est un peu la fête à la grimace chez Leclerc puisqu'on est en recul de part de marché, ce qui est assez rare, à moins 0,3 points de part de marché pour atterrir à 24,2.
Une perte de fidélité à moins 0,7, quand même un recrutement de foyer de plus 315 000 nouveaux clients, mais c'est insuffisant puisqu'ils sont en recul. Donc en fait, on voit que le format physique galère. Le online, le drive reste stable, mais ne compense plus justement cette perte. Et pour la lire régulièrement, je vous invite à la suivre, Gaëlle Le Floch l'a dit donc de Kantar, Leclerc est dans une phase compliquée et là on est en bas et là c'est Dovers qui le dit, hein, préparez-vous à des briefs promo salés pour la Q4 chez Leclerc parce que pour le coup ils vont devoir compenser cette perte. Sur les autres enseignes, c'est pas mou non plus, hein. On a Carrefour Hyper qui a plus 0,3 avec le mois Carrefour, hein. On est toujours sur des opérations. Total Carrefour France, 11,6 points, donc en dessous du duo Carrefour Cora de 2023, mais il s'enflatte quand même. Et puis on a Intermarché qui remonte la pente aussi, et Carrefour Proxy qui continue de performer, puisque le format de la Proxy se porte plutôt bien. En revanche, on a un Auchan qui plonge, c'est la pire chute du classement. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que si on est côté fournisseur, faut qu'on ouvre grand les yeux. Concrètement, ils viennent de montrer que l'investissement média montre une dynamique d'enseigne. Et ça paye face aux géants. Donc, qu'est-ce qu'on va nous demander concrètement? De revoir nos allocations promo. Eux, ils vont ajuster leurs objectifs de marque distributeur et ils vont négocier autrement avec nous. Donc voilà, les cartes bougent. COP U, c'est plus le petit indépendant sympa, c'est un challenger structuré qui joue pour gagner. Et Leclerc, toujours leader, mais avec des signaux faibles qui deviennent bien visibles. Et j'ai envie de conclure là-dessus. La fidélité. En fait, on a un consommateur volatile qui n'est plus fidèle en réalité. Parce que si on regarde le résultat de COP U, il y a eu énormément d'investissements médias, il y a eu les 50 ans. Mais moi, de la façon dont je le lis, c'est est-ce que, et je vous pose la question, et franchement, dites-moi en commentaire YouTube, parce que vous pouvez me regarder en vidéo, et je vous invite à le faire, en podcast, ou alors tout simplement sur Instagram ou sur LinkedIn, est-ce que la fidélité aujourd'hui ne serait pas devenue seulement transactionnelle ? Parce que là, on est quand même sur des opérations promo. Et la part de marché, elle a joué avec le rachat de magasins. Maintenant, elle joue avec la promo. Enfin, les distributeurs cherchent des solutions. Et là, on est sur des solutions un peu pansement. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la question. Et je serais curieuse de débattre là-dessus en commentaire. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère que ces actualités vous ont plu. Moi, ça me fait toujours super plaisir de le faire. N'hésitez pas à me mettre une petite note pour encourager ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify. 5 étoiles, ce serait exceptionnel. Vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte. Je suis pas là pour me plaindre, bien évidemment, mais c'est un podcast qui me demande du temps. Là, on est samedi matin, je le fais sur tous mes week-ends, etc. Ça m'encouragerait énormément. Donc, si vous voulez mettre un coup de pouce à votre BA, vous savez comment le faire. Voilà, bon changement d'heure, bon film sous la couette. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et surtout, bon début de négociation. Bon courage pour tous ceux qui sont en train de plancher dans leur stratégie commerciale de préparation de négociation, qui vont envoyer leurs tarifs si ce n'est pas déjà fait. On se recroisera peut-être dans les box de négo, qui sait. En tout cas, bonne chance, comme dirait l'autre, et je vous souhaite un excellent dimanche, un excellent week-end, et au mois prochain pour les actualités. Et puis après, vous savez que tous les mardis, vous avez une interview différente à chaque fois, avec des sujets complémentaires et différents sur l'actualité agroalimentaire. Allez, ciao!